Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire IRIS qui vous est proposé aujourd'hui par le programme Amérique latine Caraïbes de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et plus spécifiquement de son observatoire électoral de l'Amérique latine qui vous propose donc une session qui va démarrer dans quelques instants, le temps que les nombreux participants confirment leur inscription à notre échange. Un webinaire aujourd'hui qui va être consacré aux enjeux et aux perspectives de l'élection, non pas seulement présidentielle, comme on le commande souvent depuis la France, mais des élections générales, en fait, qui vont se tenir en Argentine, la deuxième ou troisième puissance sud-américaine selon les critères qu'on utilise. Évidemment, un pays dont le poids eh bien, dépasse son strict cadre national et qui a une place singulière, bien sûr en Amérique du Sud et en Amérique latine, mais aussi au niveau international, comme on l'a vu récemment d'ailleurs encore avec l'actualité du sommet des BRICS, puisque l'Argentine devrait peut-être rejoindre les BRICS à partir de janvier 2024. Donc on va traiter cette question des élections argentines. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. On est ravis de pouvoir avoir ce moment d'échange et de débat aussi avec vous. Euh, je disais, pour introduire un petit peu notre discussion, une élection générale. Pourquoi? Parce que le 19 octobre, ce sera le premier tour de la présidentielle. Peut-être y aura-t-il, peut-être même 22. probablement, un deuxième tour de la présidentielle qui se tiendra, lui, le 19 novembre. Si aucun des 5 candidates et candidats qui se présentent à la présidentielle, j'en dirai un mot dans un instant, n'arrivait le 19 octobre, donc jour du premier tour, à obtenir 22. 45% des voix directement ou bien 40% avec 10% d'avance sur son second. Ce sont les conditions qui permettraient à ce candidat ou cette candidate d'être élu dès le premier tour, le 19 octobre. Sinon, il faudra attendre le deuxième tour, le 22 octobre, oui, qui se passerait, lui, le 19 novembre. Mais ces élections sont générales. Pourquoi? Parce qu'on va aussi élire, réélire, renouveler 130 sièges de députés sur les 257 que a la Chambre des députés argentins. On va donc renouveler à peu près la moitié des sièges de députés. On va aussi renouveler 24 sièges au Sénat et envoyer au Parlement du Mercosur une vingtaine de nouveaux députés. Et c'est donc tout cela qui va faire l'objet du vote du 19 octobre de ce premier tour des élections. Alors, vous le savez, en Argentine, et parce que les médias en parlent beaucoup, il y a 5 candidats qui s'affrontent pour la présidentielle. Je vais tous les nommer. Le premier qui représente un peu ce qu'on appelle en Argentine le camp de l'officialisme, c'est-à-dire le camp du gouvernement sortant, qui sont les péronistes, du gouvernement d'Alberto Fernandez. Le candidat officiel du péronisme pour cette élection s'appelle Sergio Massa. C'est l'actuel président de l'économie en Argentine et c'est lui qui va apporter les couleurs du péronisme à cette élection. Face à lui, 4 autres candidats, deux à sa droite. Le premier, ou la première plus exactement, c'est Patricia Bullrich qui représente la coalition Juntos por el Cambio, Ensemble pour le changement, qui représente la droite, on va dire, conservatrice, le centre droit et la droite conservatrice argentine qui dirigeait le pays avant le gouvernement d'Alberto Fernandez. C'était à l'époque de M. Macri, dont elle fut, d'ailleurs, Patricia Bullrich, une des principales ministres. Et puis aussi à sa droite, aussi Javier Milei, qui est devenu un peu un phénomène médiatique. Je ne m'étends pas sur le sujet, on va en parler longuement, qui, lui, à la tête de sa coalition Libertad Avanza, est aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion, le candidat qui arriverait en tête au premier tour des élections avec en gros un tiers des voix, entre 25 et 30%, suivi par Sergio Massa qui oscille aussi dans ce même tiers, entre 25 et 30% des voix au premier tour selon les enquêtes d'opinion. Madame Bullrich un petit peu en dessous, entre 22 et 25%. Puis après, 2 autres candidats, un péroniste dissident, comme on dit en Argentine, qui est Juan Schiaratti, qui a une coalition qui s'appelle Hacemos pour nuestro país, que ça veut dire nous faisons pour notre pays, qui lui aussi, en gros, entre 1, 2, 3, 4, parfois 6% des voix selon les différentes enquêtes d'opinion. Et puis enfin, candidate de la gauche non péroniste, du Frente de Izquierda, le front de gauche, avec la candidate Myriam Brugman, qui, elle, pareil, oscille selon les enquêtes d'opinion entre 3, 4, parfois 5% des voix. Donc on voit aujourd'hui que le trio
autour duquel se dénouerait ce premier tour, c'est Javier Milei, Sergio Massa et Patricia Bullrich. Monsieur Milei qui représente un peu une sorte de anarcho-libertarisme, on verra si nos invités sont d'accord avec cette définition. Et donc, je disais, Madame Bullrich, la droite conservatrice traditionnelle argentine, et puis le péronisme, donc avec Sergio Massa, qui représente plutôt dans le péronisme son aile plus modérée, on va dire ça comme ça. Mais je laisse nos invités définir un peu et développer tout cela. Alors, le contexte de l'élection, vous le connaissez, c'est une Argentine en crise de manière multifactorielle. Je ne m'étends pas non plus de deux éléments, l'inflation, 120%, on entend souvent parler, la pauvreté dans ce pays qui aujourd'hui touche probablement plus de 40% de la population. C'est le contexte dans lequel cette élection a lieu, avec tous les tourments aussi de l'ordre international. On va avoir un débat à partir de 4 interventions que je vais introduire tout de suite. Dans un instant, je vais donner la parole à Gabriel Vomaro, qui est un chercheur, un sociologue, politiste, qui est membre du CONICET. Gabriel Vomaro, à qui je vais céder la parole dans un instant, qui va nous proposer une analyse, disons, un petit peu de la situation politique générale, à quelques encablures de ce premier tour des élections. Quelle est la situation de la société argentine? Quelles sont, selon lui, les dynamiques qu'il faut avoir en tête pour comprendre le jeu électoral qui vient? Ce sera la première intervention qui nous sera proposée, suivie d'une intervention de Déborah Gorban. Bonjour Déborah et merci d'être avec nous depuis Buenos Aires, comme Gabriel d'ailleurs, encore une fois, où il est 9h30, où on va un petit peu avoir un éclairage sur finalement disons la question du genre dans cette élection. C'est-à-dire, est-ce que on peut lire aussi les enjeux de l'élection et les débats de cette campagne à l'aune de la question de genre? Est-ce qu'il y a une spécificité à attendre du vote des femmes, par exemple? On l'a vu dans d'autres élections ailleurs, ça n'avait pas été tellement analysé. On l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis. Donc, on va un petit peu s'intéresser à cela, à cet angle-là. Ensuite, dans un troisième temps, Carlos Schmerkin, qu'on remercie. Bonjour Carlos, d'être avec nous d'Espagne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cette fois-ci. Non, ni de Paris, ni de Buenos Aires, d'Espagne. Vous voyez, on est très international. Nous fera un éclairage sur qu'est-ce que ça veut dire, cette élection, selon les différents cas de victoire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la question des droits humains en Argentine? Et puis, dernière intervention de ce premier tour de table nous sera proposée par Camille Sansvero. Bonjour Camille, qui nous parle aussi depuis l'Argentine. Camille, qui est diplômée de l'IRIS Sup, l'école de l'IRIS, et qui travaille sur les questions, disons, internationales, et en particulier sur la relation qui s'est développée ces dernières années entre l'Argentine et la Chine dans le cadre des recompositions géopolitiques internationales. Donc là aussi, un éclairage à partir de la question internationale et de la question de la relation avec la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial de l'Argentine. Quels sont les différents scénarios? Comment se positionnent les candidats? Qu'est-ce qu'on doit attendre en cas de victoire des uns ou des autres par rapport à cette thématique-là? C'est les 4 éclairages que vous aurez dans un premier temps. Puis ensuite, ben évidemment, on aura un débat, des discussions, des rebonds. Vos questions sont attendues par la voie du chat. Donc, je suis à votre disposition pour les récupérer et elles seront posées autant que possible à nos invités qui pourront y répondre, rebondir et on fera vivre la discussion comme cela. Nous avons jusqu'à 16h heure de Paris pour ce faire et donc jusqu'à 11h heure de Buenos Aires. Voilà, je cède la parole à Gabriel Vomaro, que je remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui et nous sommes à l'écoute. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et ça me fait du plaisir d'être avec vous. C'est matin pour nous, cet après-midi pour vous. Donc, je vais proposer plutôt quelques points de repas pour comprendre la situation politique en Argentine, les contextes politiques dans lesquels se déroulent les, euh, les cycles électoraux actuels. Euh, mon premier point euh, est lié à ce qu'on appelle la polarisation politique en Argentine. On a depuis environ 10 ans 2 coalitions sociopolitiques qui organisent la concurrence électorale.
pour la première fois, peut-être dans l'histoire moderne de l'Argentine, ces deux coalitions sont lisibles suivant l'axe droite-gauche. Disons, on a une coalition du centre vers la gauche, dominée par le péronisme et kirchneristes. Et on a une coalition du centre vers la droite qui a été organisée autour d'un nouveau parti créé au début du 20, de cette siècle, de ce siècle qui s'appelle Proposition républicaine, Propuesta Republicana. Donc, euh, si on regarde les dernières deux élections présidentielles, et encore plus si on voit d'autres élections législatives, on voit que ces deux coalitions ont attiré les plus grands nombres de voix et des identités assez fortes, des identifications avec ces candidats, ces leaders assez fortes. Euh, Ceci représente euh, euh, une nouveauté assez importante dans la politique argentine. Et justement par rapport à ça, ce qu'on disait jusqu'à maintenant, d'une part, il n'y avait pas vraiment des places pour les outsiders, on disait ça. Et on disait aussi que l'échec d'une des coalitions ait laissé la place à l'autre. Donc, il y avait cette sorte de représentation, disons, de la malaise des citoyens euh, et qui favorisait la coalition qui n'était pas au pouvoir lorsque la coalition au pouvoir avait du mal à développer une politique économique réussite. Or, le problème, c'est que ces deux coalitions politiques ont développé ce que j'appelle des économies politiques ratées, puisque si on regarde les, les- la performance économique des trois derniers gouvernements en Argentine, donc depuis plutôt 2012 et jusqu'à maintenant, on voit que les trois derniers gouvernements ont eu du mal, d'une part, à établir une politique économique et sociale et performante. Donc, les taux des croissances, les taux et la création d'emplois, etc. Et aussi l'inflation qu'a évoqué Christophe tout à l'heure, et, ont des chiffres très, très mauvaises. Ceci, et d'autre part, les deux coalitions ont eu du mal à créer des alliances avec des acteurs et, socio-économiques pour justement soutenir un programme politique économique et longue durée. Donc, euh, cette économie politique ratée a fini par affaiblir gravement la capacité de ces coalitions à ordonner les identités politiques et à euh, organiser l'arène électorale et, et dans les dernières années. Euh, donc, mon troisième point, c'est justement qu'on qu'on vit en Argentine l'une des crises économiques les plus sérieuses, les plus graves de son histoire récente. Euh, enfin, je pense que les points les plus importants pour la question électorale est lié à l'inflation. On a des taux d'inflation très élevés
depuis 2 années. Mais si on regarde les taux et d'inflation depuis 2014 sont assez élevés, voire très élevés, à l'exception de l'année de la pandémie où l'inflation était bah, plus modérée par d'autres euh, causes. Mais donc, on, on assiste et des organisations de la vie quotidienne des classes populaires et aussi de ce que j'appelle les petits, disons les petits commerçants, les informels, les travailleurs qui font des travaux dans des maisons. Donc, toute une économie qui est à la fois au noir et précaire, qui est pas qui est pas tout à fait lié à des conditions de pauvreté, mais qui est très dépendant du contexte économique et qui est très peu protégé par l'État et, et contrôlé aussi par l'État. Donc, on a une désorganisation de la vie quotidienne des classes populaires et de ces petits euh, et, et depuis au moins euh, 6 ans, euh, et une malaise de ces groupes qui n'a n'a pas cessé de remonter dans ces contextes des organisations de la vie quotidienne et difficultés assez importantes pour euh, gérer les budgets des familles. Donc, c'est dans ces contextes qu'on peut comprendre la, 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 euh, 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 Milei comme phénomène politique. Euh, on a certes une partie des votes d'appui à Milei liés à une droite très idéologique qui est, qui est, qui est, qui est- qui s'est éloigné de la droite mainstream, de la droite modérée, parce que il considère que cette centre-droite n'a pas été suffisamment réformiste dans le sens de démonter l'État social argentin et les acteurs liés à cet État social. Donc, il y a ces cœurs, on va dire, qui est lié à cette euh, et, réaction et, et radicalisation de la droite plus dure. Mais on a aussi une grosse partie des soutiens d'Emilei qui est plutôt liée à euh, euh, les discours anti-casta qu'on dit en Argentine. Donc, Milei qui a pris cette idée de la casta, l'établissement politique, disons la classe politique, euh, euh, et donc, Milei a réussi à mobiliser cette presque haine vis-à-vis de la classe politique qui est visée comme la responsable de cette crise, qui est visée comme la responsable de cette désorganisation de la vie quotidienne des gens. Et donc, Milei comme un vrai performeur, disons, c'est un acteur qui a mis son corps comme véhicule de cette promesse de tout casser et spécialement de détruire les privilèges de cette casta politique
qui est vissée comme la responsable de cette crise. Donc, à chaque fois que la crise, enfin, que les conditions économiques sont plus mauvaises, et il n'a pas besoin vraiment de parler, de dire plus que moi, je suis l'issue de cette crise parce que moi, je vais virer les vrais responsables de cette crise, puisque finalement, les deux coalitions, comme j'ai dit au début, n'ont pas pu offrir une économie politique et durable, une économie politique euh, euh, à l'auteur de la promesse qu'elle est faisait à leurs électeurs. Donc, je pense que j'arrête là et je peux continuer après si vous voulez, s'il y a des questions sur des éclaircissements de chaque point que j'ai présenté. Merci. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce panorama qui est, je crois, maintenant bien fixé, bien identifié. Et merci aussi d'avoir développé un peu les raisons ou les dynamiques qui peuvent expliquer l'émergence de ce type de candidature qu'on voit ailleurs, comme Javier Milei dans le monde, dont on voit bien le lien entre à la fois les mutations de la société et de l'apparition de nouvelles catégories sociales, peut-être. Vous avez parlé de l'ubérisation, des gens qui travaillent dans l'économie informelle, où souvent l'auto-entrepreneuriat est assez dominant, et puis cela, et puis aussi les échecs des gouvernements en matière de résolution des crises économiques et sociales concrètes. C'est peut-être quelque chose sur lequel nous reviendrons. Donc merci pour cet éclairage très utile. On va donner la parole à Déborah Gorban, qui est donc sociologue également, qui est chercheuse au sein du CONICET comme Gabriel, et qui est également, enfin qui est chercheuse dans ce cadre-là au sein de l'Institut des sciences de l'université de UNGS, qui est l'université nationale du général Sarmiento. Et Déborah travaille beaucoup sur les questions de genre et la question des femmes et des classes populaires en Argentine. Et on avait envie un petit peu de réfléchir à savoir s'il y a une pertinence à penser aussi que la question du vote des femmes, la question des femmes est un élément de cette élection, ne serait-ce que parce que l'Argentine a montré des visages assez, disons, remarqués ces dernières années en matière, par exemple, de reconnaissance de l'interruption de grossesse volontaire, de l'IVG. On se souvient qu'en 2020, la chose a été légalisée, dépénalisée, alors qu'il y a eu beaucoup de résistance dans les années précédentes. L'Argentine est un pays où on déferlait ce qu'on appelait les vagues vertes, hein, féministes, avec une grande avancée des revendications et des droits des femmes en matière, encore une fois, de droits reproductifs et sexuels. Ça a eu des résultats, mais aussi évidemment, l'Argentine est aussi un pays comme d'autres en Amérique du Sud où les courants qui sont opposés à ces avancées pour certains et certaines, les courants qui sont opposés à ça, les courants qui prônent une certaine forme de conservatisme par rapport à ces questions-là sont aussi assez importants. Et d'ailleurs, Javier Milei, dans son programme, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez, Déborah, eh bien, c'est pour renoncer, pour revenir sur l'autorisation de l'avortement en Argentine et c'est également, je crois, prononcé pour l'arrêt des cours de sexualité au sein des écoles. Donc, revenant ou en promettant de revenir sur ces évolutions sociétales qui ont beaucoup retenu l'attention ces dernières années en Argentine notamment. Et donc, à partir de ça, comment vous, Déborah, vous analysez cette thématique, cette question et peut-être ce vote des femmes dans cette élection à venir? Bon, merci Christophe pour cette invitation. C'est très intéressant d'essayer de réfléchir au fur et à mesure que les événements à l'Argentine se passent, parce qu'en effet, nous avons un peu la sensation que, je crois que Gabriel peut dire la même chose, que nous sommes dans une sorte de roller coaster. Et donc, c'est vrai, tu as bien dit qu'on on parle d'un contexte euh,
d'ici peut-être depuis 2015, où la marée verte, la vague verte du féminisme a monté très, très fortement jusqu'à peut-être 2019, qui a revendiqué des demandes du féminisme très, très anciennes, comme l'IVG, qui étaient finalement sanctionnées au début de 2020 donc, au 21, pardon. Et donc, ces contextes, et c'est très important pour comprendre un peu ces montées aussi de Javier Milei comme une des principales candidates et les discours qu'il a mis sur place et qui maintenant n'a pas tellement d'opposition. Je veux dire, comme tu as bien avais dit, Milei fait de déclarations aussi fortes contre l'IVG. Mais pas seulement, il parle contre l'existence des inéquités salariales de genre dans le marché du travail. Elle s'oppose vraiment forte autour du droit de la population LGBT et on ne trouve pas un discours qui réponde fortement dans l'espace public à ce type de questions. Bien sûr, il y a toutes les organisations féministes qui, qui essaie de parler, qui essaie de monter sa voix, mais on trouve quelque chose dans ces élections qui est très caractéristique et très paradoxal, parce qu'il y a un effacement de l'agenda des genres dans les discours des principaux candidats. Ça veut dire qu'après ces années d'effervescence féministe et des conquêtes très, très importantes comme la loi du VG, mais en plus une institutionnalisation du droit et des mondes du féminisme très anciennes, je vais dire par exemple, il y a, dans le gouvernement d'Alberto Fernandez, on a eu le premier ministère de femmes, donc c'est quelque chose qui, si bien c'était un peu discuté auprès du féminisme, c'est quelque chose d'important parce que ça donne en place pour la politique de genre et cet agenda, surtout du cœur, de l'agenda du cœur qui se place autour du féminisme. Je crois qu'il y a eu aussi cette mouvement de réaction que tu as bien marqué, qui n'est pas quelque chose qui se passe seulement à l'Argentine, c'est quelque chose de très régional et aussi on le trouve dans l'Europe et l'Amérique en total, qui ces mobilisations, c'est une sorte de révolution conservatrice, antisexiste, transnationale, et qui est très connectée dans la région. On l'a pu voir au Brésil, même au Chili et dans le reste du pays, où le féminisme, ça fait une sorte d'objectif qui ramasse, qui fait une sorte de cible de ces forces réactionnaires. Milei s'inscrit dans ces mouvements. C'est une sorte de cette écologie ultra-droite qu'on trouve ici dans sa figure. Et que dans ce qu'on voit comme paradoxal, c'est que, comme j'avais dit, il conteste fortement les droits des femmes et de la population LGBT, mais en même temps, il monte dans les enquêtes. Il a été la surprise de dernière élection PASO. Et en même temps, dans un contexte où ces pauvres appauvrissement, et ça vient de la main de la montée de la féminisation de la pauvreté. Donc, on voit qu'il va contre les droits acquis de femmes et de la population LGBT, et en même temps, il y a un effacement de l'agenda des genres pour la part de candidats, et en plus, il parle d'une pauvreté sans genre. Quand on trouve que cet appauvrissement, c'est plutôt des femmes et des enfants. Donc, ça, c'est la paradoxe. On se trouve dans cet endroit. Donc, on a un impact sexuel des conséquences de la pandémie et de la crise qui a marqué Gabriel, mais en même temps, il n'y a pas un très fort
les candidats n'ont pas pris cet agenda pour aller contre l'ultra-droite. Bien sûr, c'était la lecture à la contraire. Ça veut dire, comme l'ultra-droite a monté après les grandes conquêtes du féminisme, on va effacer l'agenda des genres pour ne pas perdre de vote. Donc, c'est un peu ça la situation. Et dans ces contextes, les femmes, ou les votes des femmes, dans les dernières, je crois que c'est plutôt dans les dernières semaines, au moins, mais pas avant. Ça veut dire cette idée que le vote féminin, c'est quelque chose de très important pour tourner les élections, c'est quelque chose qui a commencé à être discuté très récemment. Donc maintenant, il y a cet objectif d'y aller chercher les votes féminins, mais en même temps, on trouve que c'est pas si facile parce que, comme je l'avais dit, il n'y a pas un placement de l'agenda des genres dans les discours du candidat, même si après le dernier débat électoral, il y a eu des mentions qu'on les trouve dans les discours de Sergio Massa, surtout, mais qui est si vous le voyez, ce n'est pas un discours avec les terminologies, les catégories féministes ou des genres. C'est quelque chose un peu plus effacé, un peu plus timide, je veux dire. Donc, on trouve en même temps que dans les votes de Milei, il y a pas mal de femmes qui les votent aussi, parce que cet agenda de genre est dans quelque sorte transformé, réapproprié et installé dans les militants de Milei. Ça veut dire, il ne parle pas de la défense de l'IVG, bien sûr, mais il y a une sorte il répond de l'idée de la violence de genre. Et il y a une participation très petite, mais qui existe dans les manifestations féministes. Et ils vont là, les femmes avec des drapeaux de Millet, participent dans ces manifestations. Donc, on trouve qu'il y a une sorte de réappropriation de cet agenda dans une, dans cette un peu comme de transformation, de réappropriation et de transformation en pose de ne pas perdre ses votes. Ça veut dire, c'est pas de ne pas perdre, mais ça veut dire qu'il y a ce discours féministe qui est aussi repris par les forces d'ultra-droite en transformant ce discours. Non? Elle répond de sa chaîne et elle provoque aux féministes. Elle provoque dans les espaces où les féministes ont fait pied, c'est par exemple les manifestations de 8 mars. Non? Donc, en même temps, on se demande si c'est les votes de femmes capables de faire un virage dans les résultats et en même temps, si Milei peut attirer ces votes de femmes. On trouve que c'est vraiment quelque chose de... C'est très compliqué de penser que les femmes vont voter. Peut-être si on trouve, si on regarde les élections au Brésil, on voit que les femmes modérées on était un peu les cibles qui a fait un peu tourner ces élections parce que il y a un discours, il y a des préoccupations autour de cette idée de filles, de jeunes qui vont être en danger avec les politiques que Milei dit qu'il va mettre en place. Par exemple, la libre portation des armes de feu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce type de discours qui peut aller autour de femmes pour tirer pas le côté plus révolutionnaire, ça veut dire plus féministe de femmes, mais surtout ces rôles de mère qui protège, non, cette idée de mère qui protège ses enfants. Donc il y a ce que dit Solano, qui est un journaliste espagnol, ces côtés de femmes qui vont cuidar. Pardon, je voulais la mot. Qui Prendre vont soin. prendre soin de ses enfants, de ses familles. Donc, il y a en même temps, dans les discours qui va aller autour de la charge de chercher les votes féminins, une sorte de discours très conservatrice.
C'est ça que je veux dire. Donc, c'est bien dangereux parce que moi, je pense que perdre les discours féministes, laisser de côté l'agenda féministe est un pas en arrière par rapport à, à cette série d'avances importantes qui ne sont pas consolidées encore. Donc, cet agenda doit être présent dans un scénario de reconstruction et en même temps que la discussion sur l'État, ses agents, ses pouvoirs et à l'écoute de cette exigence de la vie quotidienne qui Gabriela a nommé tout à l'heure, pour pouvoir contraster cette menace même à la vie démocratique qu'on voit maintenant à l'Argentine. Je crois que dans ces menaces, les féminismes ont encore beaucoup à dire et beaucoup à faire pour pouvoir contraster ces positions-là. Donc, bon, voilà, pardon un peu pour le désordre. Non, non, merci beaucoup, Déborah. Ah non, on vous écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est des problématiques et des thématiques, voilà, que aussi on apprend à approprier, à comprendre mieux aujourd'hui. Et c'est vrai que cette question, enfin, à la fois pour des évolutions démographiques, pèse de plus en plus, mais aussi, effectivement, vous avez pointé un certain nombre d'ambivalence, d'ambiguïté des discours même de l'ultra-droite argentine, qui peut avoir aussi un certain discours sur la question des femmes. Et donc, ça permet de bien comprendre le registre d'argumentation auquel, enfin, qui se développe autour de ces courants de pensée. Donc, merci beaucoup pour cela. On va, je pense, revenir sur tout ça avec des questions. Moi, j'en aurai quelques-unes, mais je les mets de côté. On verra ça tout à l'heure. Il y a déjà des questions qui arrivent là, hein, qui commencent à arriver, justement, en partie là-dessus. Merci à vous, Déborah. Je vais, sans plus attendre, donner la parole à Carlos Schmerkin, qui, donc depuis l'Espagne, va nous faire part un petit peu, partager avec nous de son analyse sur la question des droits humains. Pourquoi? Bon, il n'échappe à personne que l'élection argentine intervient aussi à une date de commémoration. Ça fait 40 ans que l'Argentine est revenue dans la démocratie en 1983. Donc, on est aussi dans une année, entre guillemets, qui rappelle un petit peu cette histoire longue et cette mémoire argentine. Aujourd'hui, là aussi, un certain nombre de candidats eh bien, s'affichent ou manient des symboles qui laissent à penser que, eh bien, il y aurait peut-être une nouvelle bataille des mémoires qui pourrait s'ouvrir sur toute cette période de la dictature argentine, etc., comme on le voit aussi d'ailleurs dans d'autres pays latino-américains. Et donc, Carlos, qui connaît bien ces sujets-là, va nous faire part de son analyse. Merci Christophe pour cette invitation. Merci à tous mes collègues présents et à tous les publics qui nous suivent. Tu as bien dit, effectivement, 40e anniversaire de démocratie ininterrompue en Argentine. Et, euh, et on est dans cette élection dans une situation où la question des droits humains est devenue aussi, par la question économique, un des points centraux de la dispute politique dans cette campagne électorale. Le cas de Javier Milei, c'est pas un éclair qui tombe du ciel serein, mais il y a un acte de force dans cet homme. Mais plutôt que sa candidature concerne et cristallise un univers d'idées émergeant d'un moment spécifique qui dépasse les individus qui l'incarnent. Je voulais dire aussi que depuis un an, lors de l'attentat contre Christina Kirchner, il y a eu une rupture du pacte démocratique où les différences politiques ne se, normalement, on n'utilise pas les armes pour les résoudre. Et je rappelle que Milei s'est lancé dans la politique depuis les studios de télévision où il a soulevé le public avec des cris, des insultes, des propositions en faveur de la vente d'armes, la vente d'organes des enfants. Il a obtenu un siège au Congrès lors des élections législatives en 2021. Depuis qu'il a été élu, il n'a pas cessé d'être seulement un spectacle, mais il est devenu vraiment un problème à la fois pour la droite et pour la gauche. En Argentine, la publication de la plateforme électorale de son parti, La Libertad Avanza,
met en évidence une tendance à la suppression des droits et à une précarité encore plus grande de la vie. Il propose de supprimer la plupart des ministères, d'abolir le salaire minimum, les aides sociales, les syndicats, les retraites, libéraliser l'achat et la vente d'armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et abroger la loi sur l'avortement, comme on l'a bien dit Déborah, et, euh, et aussi supprimer l'éducation sexuelle, supprimer la banque centrale et dollariser l'économie. Les délits démocratiques comme système de gouvernement souhaitable, bien sûr perfectible, et l'inexistence de la notion des droits humains dans les discours de Javier Milei, met en tension l'une des questions qui ont été au centre de l'agenda public depuis le retour de la démocratie. Et cette tension, disons que ouvre la porte à la dispute sur la signification des événements qui se sont déroulés pendant la dernière dictature militaire, avec tous les poids et les conséquences que cela implique. Les discours négationnistes, marginaux, à mon avis, avant 2015, ont commencé à émerger durant les 4 années du gouvernement Macri. Particulièrement, lui, il soutenait dans les débats publics, il parlait de l'escroquerie des droits humains et la mise en cause du chiffre de 30 000 disparus, soutenu aussi par Darío López Fido en 2015, qui était ministre de la Culture de la ville de Buenos Aires, et qui, selon lui, les 30 000 disparus, c'était un mensonge pour obtenir des subventions. Et face à l'animation des organismes des droits de l'homme, il a dû démissionner. Donc Javier Milei, lors de son premier débat télévisé le 1er octobre, entre les 5 candidats à la présidence, il a soutenu que ça n'a pas été une dictature, ce que l'Argentine a vécu entre 1976 et 1983, mais une guerre entre l'État et les organisations de la guérilla. Et que seulement il y a eu des excès. Une rhétorique qui est bien connue en Argentine pour nier tout projet systématique d'élimination des opposants durant cette période. Et quand on disparu, il soutient qu'il ne furent pas 30 000, mais 8 753, qui est le chiffre, le premier chiffre qui est apparu en 1984 lors du rapport de la CONADEP, qui était la Commission nationale des disparus. Donc, soutenir qu'il y a eu une guerre, c'est une thèse qui a été rejetée depuis 1985, et de toute façon, s'il y a eu une guerre, personne n'a appliqué la Convention de Genève, hein, avec des excès, comme il dit, euphémisme pour caractériser les enlèvements, la torture, le vol de la mort, les vols de bébés. En fait, c'est ignorer la force des arguments contre cette idée, la jurisprudence en vigueur. Il répète surtout mot pour mot le discours de l'amiral Macera, qui a dit exactement la même chose. Donc, il assume le discours des bourreaux, des militaires qui ont dirigé le pays pendant cette période tragique du terrorisme d'État. Donc, le candidat Milei a choisi comme candidate à la vice-présidente Victoria Villarroel. C'est très important de parler d'elle parce que cette avocate de 48 ans, issue d'une famille de militaires très impliquée dans la répression dictatoriale, et elle est devenue l'une des figures clés de la campagne de Milei. Et il la surnomme de temps en temps la Dame de Fer en hommage à Margaret Thatcher. Donc voilà. Et Milei a prévu de lui confier les dossiers qui touchent à la sécurité intérieure, la défense et les renseignements si lui, il devient président. Elle fait partie d'une nouvelle génération d'extrême droite, cette dame, qui excelle à falsifier l'histoire de la dernière dictature d'une manière plus fine et efficace qu'ils l'ont fait les propres militaires dans les années 80-90. Car son combat, en fait, c'est freiner l'avancée des procès pour crimes contre l'humanité. Il y en a
336 procès et 1126 militaires qui ont été condamnés. Hein. Donc, elle veut freiner ça, et, mais elle axe son combat sur la reconnaissance des victimes civiles provoquées par les organisations armées de la guérilla, Montoneros. Donc, c'est plus subtil. Elle nie pas la dictature, mais elle fait elle crée un mouvement pour défendre les victimes de la guérilla. Donc, pour ce fin, il a créé un collectif qui s'appelle le Jeunes pour la Vérité, qui organisa des visites de prison en prison auprès du général Videla. Il a visité Videla sans aucun problème, il a amené des gens, des étudiants, et récemment, il y a une enquête de Ali Lihala du portail El Destape qui a écrit que Villarruel a rendu visite à 10 génocidaires dans la prison de Marco Paz entre 2014 et 2016. Certains ont été impliqués dans plus de 250 enlèvements, cas de torture, etc. Donc, voilà le pédigré de celle qui risque d'être élue vice-présidente le 22 octobre prochain. Une autre discussion liée à la question des droits humains, c'est est-ce qu'il faut légiférer contre le négationnisme? Donc là, il y a des débats aussi pendant cette période électorale. Il y a 3 projets en instance, mais qui n'arrivent pas à être débattus parce que la commission qui décide telle loi est discutée ou pas au Parlement est dans les mains de l'opposition de l'actuel gouvernement. Donc, ça a du mal à avancer. Il y a une dernière proposition du mouvement Soberanos et qui propose aussi une loi sur le négationnisme et qui dit exactement comme ça, quiconque publiquement ou en réunion nie l'existence ou le caractère inhumain des actes génocidaires et des crimes contre l'humanité commis pendant le terrorisme d'État est condamné à une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Donc, pour terminer, Milei, ce n'est pas un cas à part en Argentine. Je voulais signaler qu'en novembre dernier, de l'année dernière, pardon, s'est tenue à Mexico une nouvelle édition de la conférence d'action politique conservatrice, la CEPAC. Était présent Steve Bannon, Cruz, Eduardo Bolsonaro, le fils de Jair, José Antonio Cast, Giammattei de Guatemala et Javier Milei, qui pendant 2 jours, les dirigeants se sont exprimés, ils ont exprimé l'anticommunisme, vilipendé le féminisme, les communautés LGTBI, réclamé la liberté religieuse, et ils ont applaudi Javier Milei, qui était le dernier orateur et qui s'est lancé dans un charabia sur l'économie et sur cette ordure appelée socialisme, hein, entre guillemets. Donc, mais ce qui est clair, c'est que la menace, il menace la droite traditionnelle comme aucun homme politique l'a fait. Et Milei, on peut dire qu'il rejoint la lignée de Donald Trump et de Bolsonaro avec la particularité qu'en Argentine, il n'a aucune structure politique. Ça, c'est important de le dire. Sa force réside dans la croissance du vote protestataire de jeunes qui ne font plus confiance aux politiques et qui ont assez de la crise économique. Donc, je termine. La nouvelle carte politique latino-américaine montre peut-être une domination de la gauche et du progressisme, mais elle révèle aussi la montée des forces d'extrême droite dans toute la région. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Carlos pour cette intervention qui montre bien à partir de la question des droits humains comment rapidement ça embrasse finalement de multiples aspects en réalité de la vie sociale, que ce soit sur les questions des droits socio-économiques, les droits individuels, les droits collectifs, mais aussi effectivement ces menaces qui reviennent sur eh bien, des compromis, des consensus de la société argentine. Et merci pour l'ensemble des précisions, enfin du caractère précis de cet exposé. On va continuer un petit peu
cette exploration, si je puis dire, qui est faite à partir de plusieurs angles, plusieurs approches, plusieurs thématiques. On va s'intéresser un petit peu à la dimension internationale avec Camille Sansbero, qui est donc diplômée de l'IRIS-SUP et qui travaille sur les relations de l'Argentine avec la Chine. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est devenue eh bien, le premier partenaire commercial de l'Argentine. C'est une illustration parmi d'autres, mais de manière assez asymptomatique aussi, des évolutions internationales en cours. Hein, ces nouvelles relations sud-sud dont on parle désormais de plus en plus. La relation sino-argentine est un cas un petit peu d'école qu'a étudié Camille. Et aujourd'hui, là aussi, probablement que les questions internationales et la question de la relation chinoise n'est pas le cœur de la campagne électorale en Argentine. Comme souvent ailleurs, les questions internationales sont déterminantes, mais n'influent pas, disons, centralement les campagnes électorales qui se jouent en général sur d'autres thématiques. Toutefois, dans le cas de la relation sino-argentine, le sujet fait quand même partie du débat électoral, puisque on sait là aussi que à la fois le gouvernement sortant s'est beaucoup rapproché de la Chine ces dernières années en termes de financement, en termes de prêts, en termes de questions de résolution de la dette argentine, enfin bref, au niveau de la coopération économique, etc. Et puis en même temps, on a donc Sergio Massa qui, d'une certaine manière, va incarner un peu la continuité de cela, et puis Javier Milei qui, lui, clairement, Carlos, vous parliez tout à l'heure de ce qu'il a dit dans certains espaces sur le socialisme, etc., mais qui a promis, en l'occurrence justement, qu'il n'y aurait pas de relation entre l'Argentine et les communistes chinois, qu'il allait défaire tout cela et qu'il allait aussi refuser que l'Argentine entre au sein des BRICS+, comme ça a été annoncé fin août 2023, il n'y a pas si longtemps, à partir de début 2024. Donc Camille Sansbero, vous, à partir de votre analyse, du travail que vous avez pu effectuer, comment vous voyez, comment vous envisagez les enjeux de cette élection présidentielle par rapport à cette question de la relation entre l'Argentine et la Chine, et puis au-delà, qu'est-ce que ça peut nous dire sur, disons, l'évolution de la trajectoire argentine dans les recompositions internationales? Merci, Monsieur Ventura, et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais évoquer les propositions et les positions des trois candidats favoris par rapport aux relations sino-argentines. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur un peu l'état de ces relations actuellement. Donc, comme de nombreux États latino-américains, l'Argentine a vu ses relations avec la Chine s'intensifier à partir du début du XXIe siècle, et plus particulièrement sous les mandats de Nestor Kirchner et Cristina Kirchner. Et donc, l'intensification de ces relations est le résultat d'une stratégie à la fois chinoise, donc qui est bien connue avec la coopération sud-sud, donc qui est présentée comme des relations entre gagnant-gagnant, mutuellement bénéfiques, qui se reposent sur des échanges économiques, la construction d'infrastructures, et tout ça sans prérequis politiques. Et du côté argentin, il y avait des objectifs à cette époque de diversifier les partenaires commerciaux de l'Argentine, donc se libérer des partenaires, on va dire, plus traditionnels comme les États-Unis et l'Union européenne, et s'autonomiser sur le plan financier, donc tout ce qui est autour de la gestion de la dette, des institutions financières internationales, parce qu'à cette époque aussi, l'Argentine avait beaucoup de mal à emprunter sur les marchés financiers internationaux. Ainsi, alors qu'en 1990, la Chine ne représentait que 2% des exportations argentines et seulement 1% des importations argentines, elle est aujourd'hui, donc, comme vous avez pu le dire, Monsieur Ventura, un partenaire commercial indispensable. Donc, elle occupe la deuxième place pour ce qui est des exportations de l'Argentine avec environ 8%. Et surtout, elle occupe la première place pour l'ensemble des importations de l'Argentine avec environ 21%. Donc, sur le plan commercial, l'Argentine va exporter principalement des produits agricoles, des hydrocarbures et des minerais vers la Chine, tandis que la Chine va, elle, vendre des produits manufacturés à plus haute valeur ajoutée à l'Argentine. Donc, il y a eu de nombreux accords commerciaux qui ont été signés durant ces 20 dernières années. Mais au-delà de cet aspect purement commercial,
il y a un volet financier au cœur des relations sino-argentines qui est très lié donc à la gestion de la dette de l'Argentine. Et donc, en fait, la Chine est devenue, durant ces dernières années, une possibilité pour l'Argentine d'obtenir en fait des prêts. Et contrairement, par exemple, au FMI, la Chine n'impose pas la mise en place de politiques budgétaires ou monétaires spécifiques. Et dans le même temps, la Chine va investir sur le territoire national argentin, donc à travers des IDE. Et donc là aussi, on observe qu'en fait, les IDE vont capter certains secteurs bien précis de l'économie argentine. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est en lien avec les ressources agricoles. Donc, la Chine va acheter certaines terres agricoles. Il va avoir la création de co-entreprises dans ce secteur. Après, il y a eu aussi des investissements pour la construction d'infrastructures. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de la construction et le financement de 2 barrages hydroélectriques dans le sud du pays, à Santa Cruz. La modernisation aussi du réseau ferroviaire, la construction de nouvelles routes. Et après, dans un autre temps aussi, la Chine a obtenu des droits pour exploiter certaines mines, donc par exemple des mines de lithium ou encore des gisements, donc pour l'Argentine, des gisements de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Donc, lorsqu'on cumule en fait l'ensemble des prêts accordés par la Chine ces dernières années à l'Argentine et l'ensemble des IDE qui ont été faits, donc des investissements directs par le gouvernement chinois sur le territoire argentin, on se rend compte que l'Argentine est le 4e, voire 3e pays bénéficiaire de l'ensemble des investissements chinois qui ont été faits durant ces 20 dernières années en Amérique latine. Et donc, on note une volonté par le gouvernement actuel, donc d'Alberto Fernandez, de continuer à intensifier ces relations sino-argentines. Donc, par exemple, en février 2022, l'Argentine a signé un accord pour entrer officiellement dans l'initiative des nouvelles routes de la soie, donc ce qui va entraîner une nouvelle fois des investissements chinois sur le territoire argentin pour la construction de nouvelles infrastructures. En mars 2023, un accord aussi a été trouvé pour que les échanges entre les deux pays se fassent avec le yuan. Donc là, c'est une volonté aussi de mettre de côté le dollar et de prendre plus de place par rapport au dollar. Donc là aussi, dernièrement, un accord a été trouvé pour que l'Argentine rentre normalement en janvier 2024 dans les BRICS. Et là, hier, Sergio Massa a annoncé un nouvel accord avec la Chine pour un swap, donc c'est une sorte de prêt de 5 milliards de dollars. Donc maintenant, qu'en est-il en fait des positions et des propositions des 3 candidats favoris par rapport à l'avenir de ces relations sino-argentines? Donc tout d'abord, Javier Milei a, oui, donc tout simplement déclaré qu'en fait, il n'échangerait pas avec les communistes et il a aussi comparé les membres du gouvernement chinois pour des assassins. Et dans le même temps, donc, il propose de dollariser l'économie argentine et de prendre des mesures qui vont dans le sens en fait des recommandations du FMI pour la gestion de la dette, donc par exemple la diminution des dépenses publiques. Donc on pourrait imaginer un rapprochement s'il est élu avec les États-Unis, qu'il considère d'ailleurs comme le grand partenaire stratégique de l'Argentine. Donc s'il est élu, on pourrait imaginer un gel des relations aussi bien commerciales, économiques, mais même diplomatiques avec la Chine. Après, on peut peut-être aussi nuancer cette position par les propos de Diana Mondino, qui pourrait être la chef de la diplomatie du potentiel gouvernement de Javier Milei, donc s'il est élu. Et elle a déclaré en fait que il ne serait pas question de revenir sur les accords qui ont déjà été signés et surtout qu'en fin de compte, les échanges avec la Chine doivent rester dans la sphère privée, donc d'entreprises argentines à entreprises chinoises et ne doit pas être impulsé par les 2 gouvernements. Bon, après, on peut aussi questionner cette position étant donné que les multinationales argentines soient soit totalement détenues, soit en partie détenues par le gouvernement chinois. Après, donc Javier Milei n'est pas le premier candidat à une élection présidentielle à proposer une position assez radicale vis-à-vis de la Chine. Donc, on peut penser à Donald Trump et Jair Bolsonaro. Et par exemple, pour le cas du Brésil, lorsque Jair Bolsonaro a été élu,
il a dû un peu revoir à la baisse sa position vis-à-vis de la Chine parce qu'il y a eu des pressions qui ont été faites par des entreprises du secteur primaire et du secteur industriel brésilien, étant donné que, comme pour l'Argentine, le Brésil, enfin la Chine est un partenaire très important pour le Brésil. Concernant la position de Patricia Bullrich, donc c'est un petit peu moins clair, mais globalement, en fait, ça irait dans le même sens que Javier Milei, tout en étant beaucoup moins radical. Donc, elle est aussi contre l'entrée de l'Argentine dans les BRICS et elle ne présente pas la Chine comme une possibilité pour l'Argentine d'obtenir des prêts. Et elle irait aussi dans le sens des recommandations du FMI pour ce qui est de la gestion de la dette. Donc, si elle est élue, on pourrait imaginer un espèce de statu quo pour ce qui est des échanges commerciaux avec la Chine, mais une certaine distance sur le plan diplomatique. Et enfin, Sergio Massa, donc, comme il est ministre de l'économie du gouvernement actuel, on pourrait supposer qu'il continuera la ligne d'Alberto Fernandez. Il s'est rendu cette année en Chine comme ministre de l'économie et les objectifs de cette visite étaient d'entamer donc les négociations pour entériner l'entrée de l'Argentine dans les BRICS, donc ce qui sera normalement chose faite en janvier 2024. Et aussi, l'objectif était d'élargir des possibilités d'obtenir des swaps de crédit et des swaps de devises, donc c'est des prêts. Donc là, on l'a vu hier, la Chine a accordé un nouveau swap. Et aussi, l'objectif de cette visite était de planifier des nouveaux investissements chinois sur le court et moyen terme dans le cadre de l'adhésion de l'Argentine aux nouvelles routes de la soie. Donc, la Chine, en fait, pour Sergio Massa, au-delà d'être un partenaire commercial indispensable pour l'économie argentine, est en fait une possibilité d'obtenir aussi des concessions auprès du FMI lors des négociations pour la restructuration de la dette. Donc, si Sergio Massa a été élu, en fait, le principal défi sera pour lui de continuer ce jeu d'équilibriste, car on sait que les échanges avec la Chine sont totalement asymétriques, que l'attitude de la Chine peut parfois être agressive pour obtenir certaines ressources. On parle parfois de prêts contre ressources. Et aussi certaines clauses des accords qui ont été signés restent confidentielles. Donc, il peut exister un risque de tomber dans une dépendance envers la Chine. Donc, on voit bien, pour finir, que les relations avec la Chine sont pour l'économie argentine indispensables aujourd'hui. Néanmoins, les principaux candidats ont des positions et des stratégies totalement différentes, voire totalement opposées. Ces stratégies pourraient avoir des répercussions assez importantes pour l'avenir de l'économie argentine. Néanmoins, pour le moment, en fait, cette question n'apparaît pas réellement dans le débat parce que d'autres questions qui sont jugées plus prioritaires prennent le devant. Ouais, merci. Merci beaucoup Camille pour la clarté et puis la précision là aussi de votre analyse. Je crois que c'est très utile d'avoir aussi voilà, des scénarios un petit peu sur ce que signifierait l'évolution de ces relations entre l'Argentine et la Chine selon les différents cas de gouvernement. Donc, je crois qu'on a très, très bien vu quels sont les points, les positions et les points de vue des uns et des autres. Donc, merci beaucoup pour ça. D'ailleurs, on va y revenir dans les questions. Alors, justement, il nous reste encore un petit peu de temps. Merci à nos quatre intervenants. On a quelques questions que je vais un petit peu prendre et puis peut-être proposer à certains de nos intervenants en fonction des thèmes. Alors, on a des questions. Alors, peut-être pour Déborah, on a Antoine Boron qui nous demande si, par rapport à ce que vous exposiez sur le discours, disons, de la droite argentine sur la question des femmes, est-ce qu'on peut considérer que celles qui soutiennent Milei sont celles qu'on peut comparer au mouvement de type traditional wife, donc femme traditionnelle, portée par l'ultra-droite états-unienne? Est-ce que selon vous, on peut faire cette comparaison?
je crois que c'est plutôt... Il y a une caractéristique que je crois que c'est dévoilée après les PASO, les premières obligatoires de l'Argentine, c'est que le phénomène Milei, c'est plutôt transversal au niveau des classes sociales. On ne le trouve pas seulement ciblé dans de femmes, des traditional white women, mais je crois que on les trouve parmi plusieurs différents secteurs de la société. Donc, ce que je voulais dire, c'est pas que les traditional women sont ceux qui vont soutenir Milei, sinon plutôt ceux qui peut-être, c'est très incertain, donc je parle vraiment des hypothèses. Et Oui, bah oui. ce sont ceux qui peuvent tourner l'élection. Ça veut dire que ce sont des femmes qui normalement votent à droite, mais peut-être votent pas, mais pour lesquels Milei, ça fait un facteur de peur. Ça veut dire une menace. C'est quelqu'un qui va menacer des possibilités de futur de ses filles en disant, avec ces possibilités d'avoir des armes de feu, de fermeture d'université. Donc, c'est une sorte de femme conservatrice, mais en même temps, on trouve parmi des femmes des secteurs populaires certaines qui vont voter Milei, et certaines femmes qui sont parties de l'organisation du parti politique Libertad Avanza, qui sont contre les drapeaux du féminisme, mais en même temps prendre quelques-uns comme la violence politique ou l'équité de tâches, ça veut dire la charge, la distribution de charges parentales. Donc, c'est pas exactement clair qui va être ceux qui vont soutenir un vote contre Milei. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose, c'est vraiment un enjeu, un paradoxe, parce qu'on a besoin d'un vote féminin, mais c'est pas tellement clair qui sont ces femmes qui vont soutenir. Peut-être il faut voir qu'est-ce qui passe dans l'événement d'un balotage. Parce que maintenant, je crois que ça peut tout changer, la distribution de vote, ceux qui vont voter pour une ou pour l'autre. Il faut vraiment, je crois qu'on est tous dans un panorama très incertain. Et une petite chose que je voulais ajouter, que j'ai oublié avant, c'est qu'il y a un facteur très, très préoccupant, qui c'est de la violence politique auprès de femmes et des populations LGBT, qui est déjà ici. Et on a déjà des cas de menaces sur les réseaux sociaux et de violences dans la rue. Donc ça, c'est un autre facteur important. Merci beaucoup, Déborah, pour cette question qu'on va continuer de suivre. Il y a un bloc de questions que j'ai envie de qualifier de questions économiques. Alors, je vais un peu les résumer et bah, je ne sais pas qui voudra répondre parmi vous. Sentez-vous libre de vous positionner pour ces questions. Euh, alors, les questions là commencent à se multiplier, mais on va rester justement. Alors, excusez-moi, avant les questions économiques, tout à l'heure, quand j'ai parlé de traditional wife, j'ai fait une petite erreur de traduction. J'ai dit les femmes traditionnelles, mais il faudrait plutôt entendre les épouses, hein, avec le mot wife qui est plus spécifique que woman. Alors, des questions qui tournent, par exemple, posées par Obey Ament ou Filippo Bozzini, et il y en a d'autres qui vont dans le même sens. C'est en gros, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le poids, la question de la dette, le poids de la dette en Argentine, dans quelle mesure, enfin, c'est quoi la dépendance de l'Argentine avec le FMI et la question de la dette? Est-ce que, dans quelle mesure ça influence la crise et le débat électoral actuel? Ça, c'est un premier type de question sur la crise économique. Deuxième question, c'est évidemment, parce que vu de France, c'est un peu ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est cette fameuse proposition d'une dollarisation de l'économie argentine, ce qui ne serait pas une nouveauté, en tout cas, ce n'est pas inédit dans l'histoire du pays. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dollarisation? Quels en sont les principaux enjeux et quelles pourraient en être les conséquences? Et est-ce que les Argentins vont la soutenir? Moi, j'ai quelques éléments sur les premiers éléments de réponse, si vous voulez si vous ne voulez pas répondre à celle-là, mais sur est-ce qu'ils vont soutenir la dollarisation, ça, je ne sais pas, je vous laisserai nous dire. Ça, c'est sur les questions économiques. Et donc voilà, oui, Laura Giroux qui nous demandait effectivement comment expliquer la crise actuelle économique
de l'Argentine. Donc, voilà, qui veut se prononcer, se positionner sur ces chapitres thématiques? La, la dette, la crise économique, pourquoi? La dollarisation. Est-ce qu'il y a des candidates ou des candidats? Bon, Non. Ah, oui, Carlos, oui, oui, c'est bien oui, ce. oui, oui, quand même. Disons qu'il y a une première explication. C'est le montant de la dette de l'Argentine qui a été prise par le gouvernement Macri, euh, de 44 milliards de dollars. Cet argent a fui l'Argentine, n'a pas servi à investir, à développer l'économie argentine. Et cet argent s'est évaporé dans les arcanes de ceux qui ont spéculé avec cet argent. D'ailleurs, beaucoup enfin, la gauche et même une partie de Kirchner considèrent que cette dette est illégitime et qu'il faut complètement renégocier cette histoire parce que c'est une chape de plomb qui ne permet pas à l'Argentine de se développer parce qu'elle est impayable. Elle est impayable dans la mesure où l'Argentine n'a pas dans la Banque centrale la quantité suffisante pour payer les services de la dette qui, cette année, ils ont dû payer 2000 et quelques, 2 milliards et quelques de dollars, l'année dernière aussi. Enfin, c'est une question qui perturbe l'activité normale d'un pays qui exportent énormément des matières premières. Le problème, c'est que ceux qui exportent ne consolident pas l'argent qu'ils doivent recevoir de l'extérieur parce qu'ils attendent qu'il y ait encore une dévaluation plus importante de celle qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire 20% de dévaluation et qui est passé le dollar qui était à 195 à 200, à 350. Donc, et je parle du dollar officiel parce que tout le monde connaît qu'en Argentine, il y a une double, euh, euh, disons, un double fonctionnement du marché d'échange où il y a un dollar parallèle qui, depuis avant-hier, il est passé à 1040 pesos pour un dollar. Pourquoi? Parce que Milei, publiquement, a dit, messieurs, sortez l'argent des banques, le peso, c'est un excrément, ça ne vaut rien. Et donc, ça fait que les gens, ils ont eu peur, ils ont commencé à sortir l'argent des banques. Il y a eu une déclaration de l'ensemble des banques en disant que demandons aux candidats d'être responsables, de ne pas dire n'importe quoi. Et donc, ça fragilise encore plus l'actuel gouvernement, l'actuel candidat à l'élection, Sergio Massa, qui est en même temps le ministre de l'économie qui essaye de faire en sorte que cette inflation record de 134% annuel et mine les gens. Les gens, ils n'arrivent pas, même pas à la fin du mois, à la moitié du mois pour survivre. Donc, on a une situation explosive en Argentine et ça explique que beaucoup de gens euh, souhaitent voter pour Milei, n'écoutent pas son discours, mais disent, bon, il n'a jamais gouverné, ceux qui ont gouverné depuis quelques années nous mettent dans la misère, donc on va voter quelqu'un. Bon, ça, c'est un discours qu'on connaît en France aussi, concernant Le Pen. Donc, voilà, c'est un résumé vraiment basique de ce qui se passe. Hein. Merci, Carlos. Peut-être quelques éléments pour compléter un peu ce que tu évoques, si ma connexion est bonne, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très bonne. Euh, sur la dollarisation et les questions qui ont été posées autour de cela. Bon, la crise économique, elle a de multiples aspects en Argentine, une croissance assez limitée,
impacté par les derniers événements en cours, par ailleurs, crise en Ukraine, crise énergétique et alimentaire qui alimente aussi l'inflation locale, ce qu'on appelle l'inflation importée. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, une croissance assez faible, cette inflation qui dévore littéralement le pouvoir d'achat des Argentines et des Argentins, 120, 130% à l'année, une dette incommensurable que certains considèrent effectivement insoutenable, un prêt de plus de 54 milliards de dollars qui avait été fait dans les années pendant le mandat de Mauricio Macri, et que l'Argentine ne cesse de rembourser avec le service de la dette, etc., etc. Il y a plein de facteurs comme cela, mais pour que les gens comprennent, je demandais avant notre webinaire à une amie qui vit à Buenos Aires, grosso modo sur ces histoires de taux de dollars, parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent, en Argentine et sous votre contrôle aujourd'hui, effectivement, 1000 pesos, ça fait à peu près 1 dollar au marché blue, qu'on appelle blue, c'est le marché dans la rue, et c'est en fait le vrai dollar qui circule dans la rue. Vous donnez 1000 pesos, on vous donne 1 dollar. Bon, le taux officiel est un peu différent, mais pour vous ayez une idée, ça veut dire qu'aujourd'hui en Argentine, le salaire médian ou le revenu médian qui est à peu près entre 250 000 et 300 000 pesos, c'est un titre indicateur, bah, ça veut dire que dans votre poche, vous avez à peu près 250 ou 300 dollars par mois. C'est ça que ça veut dire, avec une inflation qui galope et donc un coût de la vie qui devient rapidement, et même quand vous êtes dans des classes moyennes ou vous êtes enseignant, etc., eh bien évidemment, on comprend très rapidement ce que ça veut dire, ces problèmes-là. Alors, sur la dollarisation, c'est une option qui a déjà existé, dont certains économistes considèrent qu'elle a des avantages et des inconvénients. La dollarisation, fondamentalement, bah, dans le cas argentin, ça veut dire qu'il y aurait une parité 1-1 et que finalement, la monnaie concrète de l'Argentine, ce serait désormais le dollar. Les avantages supposés de l'opération, c'est la lutte contre l'inflation, précisément. C'est le fait que vous avez le dollar et que donc il n'y a plus de mouvements monétaires qui sont instables et volatiles. Vous avez plus d'inflation. Vous avez une crédibilité monétaire qui est censée permettre le retour d'investisseurs, qui est censé améliorer vos indicateurs d'endettement. Et donc, ça, c'est un peu le cercle vertueux qui est attendu vis-à-vis des investisseurs, etc. Et aussi, vous payez moins cher le remboursement de votre dette, la fameuse dette, puisque précisément vous avez une monnaie forte et que vous n'avez plus des oscillations quotidiennes qui font que vous devez dépenser plus de pesos du jour au lendemain pour payer le même montant de dette. Ça, c'est ce qui est attendu théoriquement des avantages de la dollarisation que propose M. Milei. Le souci, c'est que ça a aussi quelques inconvénients que l'Argentine a d'ailleurs connus. C'est un cas d'école pour cela. On se souvient de la crise de 2001. Bah, les inconvénients de la dollarisation, c'est évidemment que vous êtes dans un phénomène de surévaluation monétaire. Ça veut dire que c'est plutôt bon pour vos importations, mais plutôt mauvais pour vos exportations, puisqu'il faut que les gens qui vous achètent ce que vous exportez dépensent plus d'argent pour acheter vos produits qui sont désormais en dollars. Dans le cas de l'Argentine, ça pose quand même un petit problème. C'est un débat d'ailleurs, ça aussi, mais vu qu'on parle d'un pays dont l'essentiel de l'activité économique est basé sur l'exportation précisément de matières premières et de ressources naturelles, je pense évidemment au soja, je pense à la viande, etc. Donc, ce n'est pas très bon pour la compétitivité en fait, à long terme des acteurs économiques eux-mêmes. On peut importer plus facilement, mais on exporte de plus en plus difficile. Donc, du coup, il y a moins de dollars qui rentrent dans le pays. Et puis, ça affecte votre compétitivité économique, je disais, qui souvent se traduit par quoi? Par le fait que si ça peut être bon pour les investisseurs, si ça peut être bon pour vos négociations avec les organismes financiers internationaux type FMI, c'est moins bon pour la société, pour les citoyens, pour les salariés, pour les gens qui travaillent. Pourquoi? Parce que c'est souvent eux qui font un peu la variable d'ajustement entre la baisse de la compétitivité des entreprises locales et puis le fait qu'elles vont souvent limiter les hausses de salaire, qu'elles vont réduire les droits des salariés. Et puis aussi, souvent, ça débouche sur du chômage, parce que comme on est moins compétitif, on met les gens au chômage et ça peut produire du chômage. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'Argentine à la fin des années 90 et avec aussi, à un moment donné où si vous n'avez plus assez de dollars qui rentrent dans le pays, vous relancez
disons, les tensions monétaires. Et puis, à un moment donné, votre endettement devient insoutenable. C'est ce qui s'est passé en Argentine à la fin des années 2000, à la fin des années 90, pardon. Et du coup, lorsque tout ça opère, vous avez souvent des phénomènes où en fait on va sortir du système de la dollarisation pour revenir à une monnaie nationale, mais c'est là que vous payez le deuxième effet qui se coule, qui est un petit peu même pire, parce que vous faites objet de nouveau, vous revenez avec une monnaie locale qui est, elle, très sous-évaluée par rapport au dollar que vous aviez. Et du coup, ce que vous devez continuer de rembourser, votre dette, etc., comme ce n'est plus en dollars, mais en monnaie nationale, vous devez rembourser beaucoup plus pour avoir la valeur du dollar au moment où vous devez faire ces remboursements. Et en général, les économies s'effondrent. À ce moment-là, c'est un petit peu le problème de ces systèmes de dévaluation, de dollarisation qui finalement, pour le dire simplement, enlèvent aussi aux États leur souveraineté monétaire en l'alignant sur les États-Unis, mais qui, eux, ont une politique monétaire qui correspond à leurs intérêts, en particulier avec les politiques de la Banque centrale, de la Fed américaine, pour ce qui est des taux d'intérêt, etc. Donc, ce sont des positions que l'Argentine a déjà expérimentées, pas forcément avec succès, et ce sont des positions qui prêtent pas mal de débats entre les économistes, certains voyant ça souvent comme des solutions à court terme, mais pas forcément bonnes pour le long terme. Donc, voilà le débat aujourd'hui qui revient en Argentine. Est-ce que les Argentins vont être de nouveau favorables à cette dollarisation? Ça, je crois qu'on le saura au moment de la prochaine élection. Donc, ça, c'était pour les questions économiques. Il y a des questions, je reviens un petit peu plus précises pour vous, Camille. Une question qui vous est posée, si je la retrouve. Excusez-moi, je l'ai perdue du coup. Voilà. Selon vous, quels sont les principaux arguments des candidats qui s'opposent à l'intégration de l'Argentine dans les BRICS? Est-ce qu'il y a entre les candidats des arguments qui s'opposent sur cette question d'intégration pour les BRICS? Vous avez dit la position de Milei. Est-ce que vous avez pu identifier d'autres choses? Oui, alors Javier Milei et Patricia Bullrich ont la même position. Ils s'opposent donc à l'entrée de l'Argentine dans les BRICS. Et je dirais que c'est toujours le même argument, ne pas échanger avec des communistes. Euh, Après, en termes de conséquences, euh, sur la scène internationale, en fait, ça serait peut-être aussi ça impacterait le poids de l'Argentine. Et parce que faire partir des BRICS, ça peut permettre à l'Argentine de se faire un peu plus entendre et de participer à un groupe. Mais pareil, pour Javier Milei, en fait, les partenaires diplomatiques traditionnels et qui doivent rester pour l'Argentine, c'est les États-Unis, Israël et l'Union européenne. Donc, en fait, il n'est pas question de s'allier à la Chine, la Russie, ou même là, du coup, les prochains pays qui rentreraient dans les BRICS, il y aurait aussi l'Iran. Voilà. Il nous reste, merci Camille, il nous reste quelques minutes. Pour vous, Déborah, une autre question de José. La question des femmes a été au centre de l'élection en Espagne pour réduire le poids de Vox. Le mot d'ordre était Ningún voto de mujer para la extrema derecha. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est présent en Argentine? Moi, malheureusement, je ne les vois pas tellement présents. Il y a eu, par exemple, une manifestation le 28 septembre dernier. Ce n'était pas une manifestation assez grande, mais pour moi, ou ceux qu'on a regardé, on était là. Et vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé après le 2019, mais surtout avec la pandémie. C'était une forte démobilisation de la part du féminisme. Donc, moi, ce que je sens, que si même il y a des organisations féministes qui se sont activées après le 13 août, il n'arrive pas à imprégner la société avec ces demandes de mobilisation de femmes contre Milei. Moi, au moins, je ne le trouve pas comme on l'a regardé à Brésil ou même à l'Espagne. Merci Déborah. Il reste 2 minutes. Chacun va avoir quelques secondes, une poignée de secondes pour ajouter, rebondir, dire quelque chose qu'il a envie de dire. Donc, je vais vous passer la parole.
Avant cela, vous réfléchissez un peu à ce que vous avez envie de dire par rapport aux questions posées. Ce pas des questions, mais je vous donne des points de vue parce que c'est bien que plusieurs aussi circulent dans cette réunion. Adriana Meyer nous dit que selon elle, la dette qui avait été contractée par Macri, par le président Macri, donc que j'ai évoqué rapidement, était nécessaire pour régler les créanciers récalcitrants, en particulier les fonds vautours, afin que le pays puisse à nouveau emprunter sur les marchés et avoir une nouvelle fois le soutien d'institutions internationales. Et Adriana considère, elle, que la dollarisation est difficile dans un pays comme l'Argentine où les réserves de change sont négatives et sans une source d'entrée de dollars assurée. Donc le pays étant très dépendant de son secteur agricole, il est donc très vulnérable non seulement à tous ces phénomènes d'endettement international, mais aussi ça faisait référence à une autre question, à la question climatique. Mais ça, c'est un autre dossier malheureusement qu'on n'a pas pu vraiment traiter aujourd'hui. Voilà, je voulais donner ces éléments comme point d'information et point de vue sur les questions qu'on a un petit peu touchées du doigt. Maintenant, je vais vous demander à chacune et chacun, voilà, de conclure. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous semble nécessaire à savoir ou à dire ou ajouter à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les enjeux de cette élection dont le premier tour aura lieu le 22 octobre? Je ne sais pas, Gabriel? Oui, merci. Au fait, je pense que c'est c'est la première élection dans au moins 20 ans où on sent qu'il y a plus qu'un président qui est en jeu, enfin, et qu'une élection présidentielle. Je pense que les degrés de la crise et de la faiblesse de l'économie argentine atteint des niveaux très préoccupants. Donc, on est à la fois dans une situation économique et sociale très grave, mais aussi l'avenir politique est est incertain puisque et, la, la seule possibilité d'avoir un président comme Milei qui est à la fois outsider et sans soutien de la structure politique argentine, sans des députés ou des sénateurs nécessaires pour gouverner, sans un seul gouverneur des provinces appartenant à son parti, et aussi sans parti, puisque son et, étiquette, c'est pas vraiment un parti, créer euh, euh, une situation assez inédite en Argentine, et je pense que ça montre aussi l'ampleur de la crise, puisque si finalement il y a 30, 40, voire plus des citoyens qui votent pour ces genres d'options, c'est parce que la crise des options traditionnelles est vraiment très, très grave, et la désorganisation, disons, de l'économie et de la société argentine a, et, et atteint des degrés très, très importants. Voilà, merci. Merci Gabriel. Je vais demander à nos autres invités d'être un petit peu plus courts, peut-être parce que le temps file et les gens vont vers d'autres obligations. Gabriel avait du retard, il n'avait pas beaucoup intervenu avant, donc pas de problème. Carlos, quelques mots pour finir, Camille et Déborah. Bah, je souhaite que Milei ne va pas gagner. Je souhaite que le discours de haine s'arrête une fois pour toutes parce que la haine a imprégné les débats politiques de manière scandaleuse et que bientôt une réforme de la justice en Argentine qui est très importante parce que, bon, c'est très long d'expliquer, mais c'est un élément fondamental aussi pour que la partie, enfin, les institutions argentines
et la division des pouvoirs existe réellement. Et bon, je souhaite bonne chance à ceux qui vont voter. Moi aussi, je vais voter en France, au consulat. Et voilà, c'est mon message pour cette excellente webinaire organisé par Iris à travers Christophe. Merci beaucoup. Merci Carlos. Camille, à vous. Oui, donc juste pour rester sur les questions internationales, parce que j'ai vu qu'il y avait une question par rapport au Mercosur. En fait, Javier Milei prévoit de faire sortir l'Argentine du Mercosur, donc les négociations avec l'Union européenne, pour l'Argentine en tout cas, s'arrêteraient. Et voilà, donc c'est encore une incertitude concernant la candidature et la possible élection de Javier Milei. Merci Camille. Déborah pour les derniers mots. Bon, juste pour finir, un peu, je reste sur les paroles de Carlos parce que vraiment, je souhaite qu'il y ait quelque chose. Moi, j'attends vraiment un miracle parce que la situation, c'est tellement complexe. On a les candidats avec de plus de chances de gagner. C'est quelqu'un qui est vraiment hors hors du système, mais hors du système de consensus démocratique, que je vois que ça nous met dans une zone complètement nouvelle et qui menace vraiment la convivence démocratique. Et je crois qu'on a un devoir comme scientifique social de vraiment pas seulement essayer de comprendre, réfléchir et élaborer des idées nouvelles pour pouvoir faire, je ne sais pas si des propositions, mais vraiment aider. Nous ne sommes pas extérieurs à ce qui arrive dans nos sociétés, parce que je crois que l'Argentine, ce n'est pas le seul pays qui est dans ces complexités, mais on a besoin et on a le devoir de penser des choses nouvelles pour essayer de sortir de toute cette complexe situation. Et merci Ce sont beaucoup. les mots de la fin. Merci à vous quatre pour votre disponibilité, d'avoir accepté d'intervenir. Tout ça en français excellent. Merci à vous tous et à vous toutes. Aussi, j'espère que ce qu'on aura, disons, approché aujourd'hui permettra à celles et ceux qui nous ont écoutés bah voilà, d'avoir des éclairages, des éléments de réflexion. Pas mal de choses ont été dites sur des aspects assez différents. C'était un peu le pari, l'approche qu'on avait envie de faire pour aujourd'hui. Et donc, on va évidemment suivre ces élections, car bien sûr, vous l'avez dit, Déborah, vous l'avez rappelé, ce qui se passe en Argentine s'inscrit très largement dans un certain nombre de tendances internationales aujourd'hui, pas seulement en Amérique latine, mais ailleurs. On y voit l'émergence de certains phénomènes politiques, de certains phénomènes sociologiques. Et ce qui se passe, on l'a vu aussi avec Camille, eh bien, joue aussi dans cette élection une partie de l'agenda international et là aussi de ces enjeux. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous suivre aujourd'hui. Cette visioconférence sera bientôt rendue publique et diffusée sur YouTube pour ceux et ceux qui ne pouvaient pas être avec nous. Bonne journée à toutes et à tous. Et évidemment, dans le cadre des activités d'Iris et de son observatoire électoral, on va continuer, hein, bien sûr, à suivre cette élection après le premier tour. Et s'il y a un deuxième tour, comme semblent indiquer les sondages, on sera là aussi pour continuer à décrypter ensemble et à discuter aussi et à débattre aussi de ce qui se passe en Argentine dans son contexte latino-américain. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.